Les hôpitaux publics suisses sont sous pression. Ils sont soumis à la très forte concurrence des groupes de cliniques privées tels que Hirslanden ou Genolier. Alors question ce matin, faut-il protéger ces hôpitaux publics ou au contraire laisser davantage régner la loi du marché? On a entendu tout à l'heure le patron de Genolier, Antoine Hubert, appeler les politiques à rendre les hôpitaux publics indépendants du pouvoir politique. Gage, selon lui, de meilleure efficience. Et on va entendre à présent le point de vue d'un acteur politique. Bonjour Laurent Kurt. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État neuchâtelois, socialiste, en charge des finances et de la santé. Alors merci d'être avec nous jusqu'à 8 h en duplex de notre studio de Neuchâtel. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment votre réaction par rapport à ce qu'a dit Antoine Hubert, qui appelle les cantons à moins subventionner les hôpitaux publics. Selon lui, cela rend les établissements plus efficients. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense que la question n'est pas tellement celle de savoir si c'est un hôpital public ou un hôpital privé, mais de la façon dont on entend qu'il s'organise. Et au fond, la question, c'est celle de la prise en charge du patient. Est-ce que lorsqu'on a un médecin en face de soi, on a envie qu'il ait en tête au moment de prescrire des soins, je vais gagner de l'argent avec tel type de traitement, ou au contraire, celui-ci va plutôt m'en coûter, ou est-ce qu'il a en tête la situation de son patient, le meilleur soin pour lui permettre de retrouver sa santé, une certaine autonomie après le traitement. Et évidemment, je pense que les collectivités publiques ont à garantir que c'est des indications de santé publique qui sont à l'origine des actes médicaux et pas des indications économiques. C'est un débat de société, je pense, extrêmement important. La Suisse s'est engagée aujourd'hui dans un renforcement de la concurrence. Il donne des indications aujourd'hui qui sont plutôt celles du marché sur l'attribution des soins. À titre personnel, je suis très critique par rapport à ce système et je pense que c'est le rôle du public de défendre une conception de la santé publique où les patients sont tous pris en charge de façon globale et à toute heure, ce qui est évidemment impossible avec une logique de pur marché. Ouais, il y a des exemples d'hôpitaux publics en Suisse alémanique qui semblent bien fonctionner sans aucune subvention. C'est donc possible, non ? Je pense que c'est possible à côté d'autres hôpitaux qui assurent cette prise en charge globale que j'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, certaines prestations sont rentables, d'autres ne le sont pas aujourd'hui. Alors on peut faire la critique du système tarifaire, évidemment, en jugeant que toutes les prestations devraient être rentables dans un système où on admet que chacun doit gagner sa vie. On peut admettre aussi que les collectivités publiques, lorsqu'on garantit un service public de base, ils vont d'une contribution par le biais de l'impôt, qui est aussi la plus juste manière de répartir les coûts de la santé. Je crois qu'on n'a pas besoin d'expliquer aujourd'hui aux citoyennes et aux citoyens suisses qu'elles payent chaque mois des montants extrêmement importants qui, pour certaines familles, les étranglent eux-mêmes. Ouais. Et que tout ça finance le privé également. Monsieur Hubert oublie dans l'intervention que vous avez diffusé tout à l'heure, oublie de dire que cette concurrence, elle se fait de toute façon avec le même financement. C'est un financement public, obligatoire, prélevé chaque mois auprès de chaque famille de ce pays. Il paraît assez logique que lorsqu'on prélève des montants de façon obligatoire, il y ait un contrôle politique sur l'utilisation qui en est faite et que ce ne soit pas simplement les lois du marché qui régissent ensuite la façon dont c'est utilisé. Mais en principe, la concurrence peut être un moyen redoutable pour faire baisser justement les prix et améliorer la qualité des prestations. Pourquoi ça ne serait pas aussi valable dans le domaine de la santé ? Bon, votre enquête de ce matin montre exactement l'inverse. Et moi, j'ai toujours tenu ce discours. La concurrence, elle peut faire baisser les coûts lorsque le financement est aussi un financement concurrentiel. En l'occurrence, on a un financement qui est un financement obligatoire. Les privés se font la course, mais avec la garantie que de toute façon, ils seront payés et que au moment où ils prescrivent un soin, le patient n'a pas à dire s'il veut payer pour ce soin ou pas. Il considère qu'il a déjà payé. Et la concurrence dans ce contexte-là, c'est ce que j'appelle ou ce que je résume par le terme de course à l'armement. Ça génère des surinvestissements, des surcapacités et des surcoûts. C'est un modèle inflationniste qui finit par coûter cher à tous les citoyens et à toutes les citoyennes de ce pays. Laurent Kurt, à gauche, on n'aime pas trop confier au privé certaines tâches. Non, c'est pas vrai. De peur que cela n'aboutisse à des prestations hors de prix, qu'il y ait en quelque sorte une médecine à deux vitesses. Mais est-ce que ce n'est pas une position un peu trop dogmatique, qui manque de pragmatisme ?
Oui, cette position-là serait dogmatique, mais ça n'est pas la mienne. Ouais. En l'occurrence, je pense que le privé, sur certains domaines, peut être plus efficace. Il est capable de réagir plus vite Mais sur c'est pas un certains discours points. qu'on entend généralement à gauche tout de même, vous l'admettrez ça? Ben, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est un échange que j'ai assez régulièrement avec mes collègues de la santé. On peut admettre que sur certains thèmes, encore une fois, le privé, pardon, peut réagir, peut s'adapter un peu plus rapidement dans certains cas, qu'il est capable d'organiser les choses sur des réseaux plus vastes que ceux qui sont parfois limités aux frontières cantonales. Genolier, dans le canton de Neuchâtel, peut apporter une contribution intéressante et à l'économie neuchâteloise et au système de santé. Mais encore une fois, ça ne doit pas conduire à remettre en question le principe que c'est le politique qui rend des comptes sur ce qui est financé par des prélèvements publics et le principe que la santé ne peut pas être dirigée uniquement avec une logique de rentabilité. Je crois que les citoyens attendent autre chose lorsqu'ils sont malades que de savoir si celui qui est en face d'eux va gagner mieux sa vie en prescrivant tel ou tel soin. Donc je crois qu'il y a la place pour le privé, mais dans des conditions qui doivent rester pilotées par le public. Peut-être un mot aussi par rapport à la stratégie de Genolier, qui ne se cache pas de vouloir s'établir dans chacun des cantons suisses pour pouvoir influencer la politique. Moi, je reste attaché, encore une fois, à ce que la politique se fasse sur la place publique, selon des règles démocratiques, et pas en fonction d'intérêts économiques que de tel ou tel groupe. Mais les intérêts économiques peuvent aussi engendrer parfois de l'intérêt public, non? C'est pas nécessairement contradictoire. Ça n'est pas contradictoire, mais l'indication, encore une fois, des traitements qui doivent être servis aux patients doit être une indication thérapeutique et pas une indication de savoir si on gagnera mieux sa vie ou pas. Je vous donne un autre exemple. On a dans le canton de Neuchâtel des médecins qui sont installés en cabinet, qui reçoivent le patient, font un diagnostic et qui sont en mesure de dire celui-là je l'envoie à l'hôpital public parce que son cas risque de coûter plus cher que le forfait que je pourrais facturer, et puis celui-là je le prends dans ma clinique privée parce que il va me coûter moins cher que ce que je pourrais facturer. Ensuite, c'est évidemment facile de dire certains coûtent plus cher que d'autres dans l'organisation des hôpitaux et de laisser penser que c'est qu'une question d'efficacité. On a à faire des efforts extrêmement importants pour rationaliser et pour être plus efficace dans l'organisation des services publics, dans le domaine de la santé comme de façon générale. Mais on ne peut pas commencer par envoyer tout ce qui coûte dans le service public pour ensuite reprocher au service public de coûter. Ça paraît vraiment complètement contradictoire. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, dans le secteur hospitalier, que les pouvoirs publics donnent un mandat clair aux établissements privés, puis les laissent s'organiser dans ce cadre avec des garanties? Oui, c'est d'ailleurs la question qui est posée aujourd'hui au canton de Neuchâtel. On est en train d'établir la liste hospitalière, ce qu'on appelle la liste hospitalière, c'est-à-dire justement l'attribution de ces mandats publics. On est en procédure d'appel d'offres à l'heure actuelle. Genolier a montré beaucoup d'appétit, l'hôpital public également, et le Conseil d'État aura arbitré ces éléments. Je n'exclus pas aujourd'hui que si les conditions sont remplies, on a fixé une série de conditions pour l'attribution de ces mandats, mais que si les conditions sont remplies, l'hôpital privé puisse assumer quelques missions. Alors Antoine Hubert laisse entendre que ce n'est pas qu'une question financière, hein. L'hôpital public fonctionne mieux s'il est indépendant du pouvoir politique, dit-il. Est-ce qu'il a tort ? Ça dépend ce qu'on entend par indépendance. Moi, je suis vraiment très ouvert et même, je pense que c'est une bonne solution de laisser un bout d'indépendance de gestion dans la conduite. Aujourd'hui, on a à Neuchâtel, je dirais, un excès inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a dans la loi jusqu'aux horaires d'ouverture de certains services dans certaines régions. Je pense que là, on est allé trop loin, effectivement, à Neuchâtel. Donc, on laisse un bout d'indépendance de gestion. En revanche, sur le cadre, sur le choix des prestations, sur les incitatifs qui doivent être à l'œuvre, clairement, le politique doit pouvoir rendre des comptes à la population sur, d'abord, les montants extrêmement importants qui sont consentis dans le secteur de la santé, que ce soit par les primes d'assurance maladie ou par les impôts. Et puis, doit pouvoir rendre des comptes sur la façon dont une prestation public qui doit répondre à des objectifs de santé publique, la façon dont elle est organisée. Et je préfère que ce soit le politique qui rende des comptes, au risque de ne pas être réélu tous les 4 ans, parce que je ne crois pas que ça soit notre préoccupation première, contrairement à ce que disait Monsieur Hubert, plutôt que des groupes économiques qui présentent leurs résultats financiers chaque premier trimestre de l'année, mais en se moquant finalement de l'état de santé de la population. L'hôpital public, c'est aussi un hôpital qui participe à des programmes de santé publique, hein. On peut parler de dons d'organes, de formation, ou de prévention et de promotion de la santé. Tout ça, évidemment, c'est des éléments qui sont des investissements publics et sur lesquels c'est plus difficile d'attendre une action en profondeur de la part des acteurs privés. Vous avez un discours très sévère hein, contre les groupes privés. On a l'impression qu'ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est-à-dire c'est l'argent, c'est le bénéfice. Alors on sait évidemment qu'ils sont motivés par ça, mais est-ce que c'est franchement que ça ?
Non, mais je crois que les groupes privés qui cherchent l'argent et le bénéfice, ils sont dans leur rôle. C'est des acteurs économiques qui doivent gagner leur vie. Oui. Je suis très sévère sur le système qu'on a mis en place en Suisse. Je ne suis pas sûr que la population, lorsqu'elle a voté la Lamal, avait conscience de ce que ça voulait dire que ce nouveau système de financement avec, encore une fois, des surinvestissements, des logiques de rentabilité plutôt que des logiques de santé publique. Et je suis effectivement très sévère par rapport au système dans lequel on vit au niveau national, qui met d'ailleurs tout le système sanitaire suisse en difficulté aujourd'hui, avec quelques incitations positives aussi, je crois qu'il faut le reconnaître. Mais ensuite, les acteurs privés, ils sont dans leur rôle. C'est un rôle qui me paraît problématique, mais c'est le rôle qu'on leur a donné. Certains le jouent un peu à l'excès, et là, on peut être un peu plus critique avec ceux-là. Mais fondamentalement, je pense que les acteurs économiques, ils sont là pour gagner leur vie. Alors, parlons un peu de financement hospitalier, si vous voulez bien, Laurent Courte. Depuis 3 ans et demi, les hôpitaux sont financés au forfait par cas. Ce système devait, en principe, introduire plus de transparence et d'économie dans le financement des séjours hospitaliers. Quel bilan tirez-vous ? Bon, le premier, c'est que dans la définition du tarif, la structure du tarif, les collectivités publiques sont totalement absentes. On laisse les assureurs et les acteurs de la santé se débrouiller dans toutes ces négociations. C'est problématique parce que ça veut dire que là aussi, et là déjà, je dirais, on a renoncé à des indications publiques. On voit aujourd'hui la Suisse confrontée à des difficultés dans le recrutement des médecins généralistes dont tout le monde s'accorde à dire que c'est des acteurs essentiels. Cette première ligne de la prise en charge d'un patient au moment où survient un pépin de santé. On a de la peine à recruter dans ce domaine alors qu'on a pléthore de spécialistes dans d'autres domaines. C'est notamment un des effets de cette tarification qui fait la part belle aux spécialistes. Donc, première difficulté, c'est une indication, c'est une orientation du système de santé sur lequel le politique a dû lâcher prise, et je pense que c'est problématique. Ensuite, ce financement par cas, il pose d'autres difficultés. D'abord, une très très grosse pression au raccourcissement des durées de séjour. Alors, on peut considérer qu'un hôpital, il est là pour soigner, évidemment, et qu'on n'a pas à garder les gens dans des lits beaucoup plus longtemps lorsqu'ils ont été soignés. Mais lorsqu'on doit organiser la sortie du patient avant même qu'il ait été opéré, parce que la sortie interviendra à peine 1 jour ou 2 après l'opération, lorsqu'on doit investir de manière massive sur des lits d'attente en dehors de l'hôpital, parce que justement l'hôpital est pressé de dégager ses patients. Je pense qu'on est un peu dans des excès aujourd'hui de ces incitatifs. Et puis, comme je l'ai dit, ces forfaits, ça permet aussi de trier les patients. Ceux qui sont rentables finissent dans les cliniques privées, ceux qui produisent plus de coûts que ce qu'on peut facturer pour leur traitement finissent dans les hôpitaux publics. Donc ça pose une série de problèmes. Ouais, c'est le règne de la médecine à 2 vitesses, si je comprends bien. C'est en tout cas des indications claires dans cette direction, et évidemment c'est une orientation que je ne soutiens pas. Alors les coûts n'ont pas baissé, on l'a dit, dans les hôpitaux à la suite de l'introduction du forfait par cas. Au contraire, comme on l'a entendu dans le journal de 7 heures, les établissements investissent pour se moderniser et s'agrandir et rester concurrentiels. Iriez-vous jusqu'à réclamer, Laurent Courte, l'abandon du système de forfait par cas ? Moi, je pense que je plaiderais plutôt pour que les collectivités publiques puissent être des partenaires de la négociation dans les structures d'archifères, dans les niveaux de tarifs, dans les indications que ça donne sur l'orientation du système de santé. Le système de forfait par cas, il a quand même quelques avantages, notamment celui de permettre des comparaisons, de mettre un peu sous pression quand même en termes justement de modernisation, d'efficacité, d'efficience du système. Les privés comme les organisations publiques ont à se poser quand même des questions en termes d'efficience et de priorité dans l'affectation des moyens. Aujourd'hui, Neuchâtel n'est pas exempt de reproches de ce point de vue-là. On dépense beaucoup d'argent sans forcément pouvoir dire à nos contribuables qu'est-ce qu'ils obtiennent en plus avec cet argent. Donc on a des efforts de rationalisation, et le forfait par cas est quand même une manière de donner quelques incitations dans ce domaine-là. Donc plutôt pour qu'on ait plus de place des politiques dans les négociations tarifaires et dans les structures de tarifs. Alors les enveloppes attribuées aux hôpitaux publics par les cantons comprennent aussi des prestations d'intérêt général, c'est-à-dire des frais non remboursés par la Lamal, exemple la formation des médecins ou le fonctionnement des crèches d'hôpitaux. Or, à Neuchâtel, les prestations d'intérêt général ont atteint 80 millions en 2013, ça paraît beaucoup. Est-ce que vous comptez réduire cette facture, et si oui, comment ? Oui, on a annoncé qu'on pouvait, sur un horizon de l'ordre de 10 à 15 ans, réduire d'environ de moitié. C'est l'ambition qui est la nôtre. C'est une économie de l'ordre de 30 millions pour le budget de l'État. On est plutôt à 70 millions aujourd'hui, donc 30-35 millions d'économies possibles. Ça passe évidemment par une réflexion sur la structure hospitalière. On a aujourd'hui un hôpital public qui est organisé sur 7 sites, tel que le veut la loi. Ça n'est pas le choix uniquement de celui qui vous parle. On est en travail aujourd'hui sur une réduction du nombre de sites, sur un resserrement de l'outil sanitaire neuchâtelois. C'est une nécessité non seulement, et je dirais pas prioritairement pour des motifs financiers, mais surtout parce que
Aujourd'hui, on est confronté à ces difficultés de recrutement que j'évoquais tout à l'heure, des difficultés qui nous conduisent à devoir regrouper un certain nombre de prestations pour garantir des tailles critiques, pour garantir la qualité, pour garantir la sécurité de la prise en charge, et avec des bénéfices financiers aussi. Donc on s'est attelé à la mise en œuvre d'une rationalisation du système de Châtellois. Qui passe pas très bien, hein, en tout cas du côté de la Chaux-de-Fonds, puisque c'est une des mesures qui est prise, c'est le gel notamment de la rénovation du site hospitalier à la Chaux-de-Fonds, on l'a vu, hein, en début d'année. Oui, paradoxalement, parce que comme je l'ai dit, on est présent dans cette région, c'est-à-dire dans les 6 districts du canton aujourd'hui. La Chaux-de-Fonds, alors il y a un débat sur la nature des prestations qui seront maintenues, mais à quasiment la garantie que des prestations seront maintenues dans le district de la Chaux-de-Fonds comme dans celui de Neuchâtel. Dans d'autres districts, on s'achemine vers des fermetures de sites. C'est effectivement à la Chaux-de-Fonds que le débat est le plus vif. On peut le comprendre puisqu'il vient dans un autre contexte également, mais on sait que voilà, les citoyens sont attachés à leur hôpital. La proximité est souvent dans leur esprit gage de sécurité, ce qui est, à mon avis, un point qu'on doit vraiment s'attacher à démentir. La sécurité ne dépend pas de la proximité, mais plutôt de la qualité des soins qui sont offerts dans l'institution. Et donc, on a un gros travail d'explication des enjeux à faire dans les mois qui viennent pour réussir cette rationalisation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Suisse, finalement, il y a trop d'hôpitaux? D'une manière générale, hein, je ne parle pas du canton de Neuchâtel seulement. Bon, j'observe surtout que ceux qui tiennent ce discours en disant il y a trop d'hôpitaux, c'est ceux qui s'empressent de réinvestir le terrain laissé par le public lorsque le public a dû se resserrer. Je pense que les indications... Non, il y a des médecins aussi qui parlent de ça, qui disent effectivement, compte tenu du nombre de populations qu'il y a, du territoire, il y a beaucoup trop d'hôpitaux dans ce pays. Oui, alors j'y venais. Je pense qu'à part ça, on peut être critique effectivement sur le nombre d'hôpitaux néanmoins. Je pense qu'on peut aussi imaginer que la prise en charge que j'évoquais tout à l'heure, de premier recours en dehors de l'hôpital, peut couvrir de manière peut-être même plus efficace l'ensemble des régions, et que les services hospitaliers, qui deviennent aussi des services plus lourds, avec des plateaux médico-techniques qui sont coûteux, pour lesquels il faut du personnel très qualifié, que ceux-ci pourraient être un peu moins nombreux si le réseau est bien organisé autour, et qu'une réponse sanitaire reste offerte sur l'ensemble du territoire. Je crois que l'enjeu est plutôt celui-là, c'est à savoir comment est-ce qu'on couvre le territoire pour assurer une prise en charge, pas forcément par l'hôpital, mais en relais avec l'hôpital. Et donc, comment est-ce qu'on organise ce réseau? Je crois que c'est un enjeu plus intéressant que de compter le nombre d'hôpitaux qu'on aura sur le territoire. Et tout de même, par rapport à la médecine de pointe, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir quelques pôles limités, je dirais, en Suisse? Oui, les cantons sont engagés dans ce qu'on appelle l'organisation de la médecine hautement spécialisée, avec la nécessité, effectivement, de regrouper en Suisse certaines prestations. Néanmoins, là encore, il y a des très gros enjeux dans la maîtrise de ces nouvelles technologies, dans ces médecines de pointe qui peuvent faire des miracles. L'enjeu principal aujourd'hui, en tout cas c'est le regard que je porte pour un hôpital cantonal, il est davantage sur la façon dont on va prendre en charge une population âgée. On parle d'un doublement de la population des plus de 85 ans d'ici 25 ans dans un canton comme Neuchâtel. Je crois que c'est le cas partout en Suisse. Quelles sont les prises en charge qu'on doit assurer, et où là la proximité pourra avoir plus de sens, puisque par définition quand on est âgé, on est aussi un peu moins mobile, nos proches sont aussi un peu moins indépendants, et par conséquent dans ces domaines-là une prise en charge de proximité peut avoir tout son sens. Pour la médecine de pointe, effectivement, je pense qu'on peut se diriger vers davantage de centralisation. Laurent Courte, vous restez avec nous. Il y a Patrick Chaboudet et Georges Pop qui m'ont rejoint dans ce studio pour parler de quelques articles de presse. Et il y en a notamment, il y a une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue, j'imagine, à vos yeux. C'est cette nouvelle annoncée depuis hier qui fait naturellement la une du journal 24 heures. Lausanne a touché le jackpot. L'Institut américain Ludwig va investir 300 millions dans la capitale vaudoise pour en faire une des capitales de la lutte contre le cancer. Oui, et l'État de Vaud, l'Université de Lausanne sont également dans le coup. Le canton va investir dans plusieurs sites en lien avec l'oncologie, à Dorigny ou encore au biopôle des Palages. Lausanne confirme et amplifie sa place de leader dans le domaine de l'immunothérapie qui ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement de la maladie. Il suffit de voir le contentement en photo du président du conseiller d'État Pierre-Yves Maillard. Un succès qui est dû notamment au professeur Georges Koukos. Un parcours exemplaire. Université de Patras en Grèce, Université de Modène en Italie, Université de Pennsylvanie aux États-Unis, d'où il arrive d'ailleurs. Nous sommes en passe de construire un environnement unique à l'échelle mondiale, dit-il. Et il voit l'immunothérapie comme la piste la plus prometteuse sans doute pour développer de nouvelles parades contre le cancer. Laurent Courte, ça vous donne envie? Vous êtes un peu jaloux quand même, hein?
Non, de loin pas. Écoutez, on a la chance à Neuchâtel d'être très proche de 2 ou 3 centres universitaires, celui de Lausanne avec le CHUV, celui de Berne avec l'Inselspital et même celui de Genève qui est pas si loin. Neuchâtel n'a pas l'ambition de rivaliser avec des centres universitaires. On profite de cette proximité. Ouais. Moi, je me réjouis vraiment de cette réussite de la part des Vaudois. Ça confirme de mon point de vue 2 choses. D'abord que le système sanitaire suisse est performant et qui permet d'offrir un environnement intéressant pour des collaborations avec le monde de la recherche, et puis que la Suisse offre un environnement intéressant. Et là-dessus, Neuchâtel peut offrir des collaborations, en particulier dans le domaine des microtechniques, offre un terreau intéressant pour des activités de recherche. Je crois que c'est des enjeux extrêmement importants dans un pays qui finalement a sa principale ressource avec la matière grise. De voir des groupes aussi importants investir dans les domaines de la recherche, pour nous, c'est vraiment une confirmation. Et on se réjouit de voir des instituts comme l'Institut Ludwig rayonner sur l'ensemble de la Suisse romande. Et on imagine déjà des collaborations qui dépassent les frontières vaudoises. Alors on va quitter le domaine de la santé, quoique, en parlant des centrales nucléaires, puisque leur démantèlement va prendre des décennies. Oui, la date approche à grands pas pour la centrale de Mühleberg. Elle sera déconnectée du réseau en 2019, début d'un long processus de démantèlement, un travail rendu difficile et dangereux en raison de la radioactivité et des déchets. Et la Suisse pourra en partie s'inspirer du modèle allemand. Le Bund nous donne l'exemple de la centrale de Biblis, près de Darmstadt, à l'arrêt depuis 2012. Alors première étape, et aussi rapidement que possible, sortir le combustible nucléaire du réacteur et le stocker dans des entrepôts sécurisés. Et après, 2 variantes sont possibles. Laisser les bâtiments en l'état pour quelques décennies, la radioactivité diminue, ou démanteler rapidement, c'est plus risqué, mais le personnel qualifié est là, sous la main, ce qui ne sera pas forcément le cas plus tard. Laurent Courte, en tant que socialiste, comment vous vous positionnez par rapport à ce débat énergétique? Est-ce que vous êtes pour ou contre, par exemple, l'énergie nucléaire? Non, clairement, disons, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est l'orientation qu'on doit prendre. L'énergie nucléaire est une énergie qu'on ne maîtrise pas, du point de vue notamment des déchets qu'elle produit, et on doit en sortir. Là-dessus, j'ai toujours une position extrêmement claire. Et puis ensuite, on a les responsabilités d'assurer les conditions dans lesquelles on assure cette sortie du nucléaire. Neuchâtel, on le répète, est un canton axé sur le développement industriel, sur le développement de la microtechnique. Les questions énergétiques ont évidemment leur importance lorsqu'on revendique comme ça une place dans le domaine industriel, et même un rôle dans la place industrielle suisse, et on doit assurer que cette sortie du nucléaire se fasse sans nuire au développement, à la prospérité du pays. Il faut assurer les conditions d'une transition responsable. Cette transition, la meilleure manière de l'assurer, c'est quand même de développer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. La première source d'énergie, on le rappelle souvent, c'est les économies et l'énergie qu'on ne dépense pas. Nouvel épisode à la FIFA avec le départ immédiat du directeur de la communication, Walter de Gregorio. Oui, il a démissionné hier de son poste avec effet immédiat, sans donner de raison explicite. La presse britannique évoque une blague qu'il aurait faite lors d'une émission de la TV alémanique et qui n'aurait pas été du goût de Sepp Blatter. Dans la Neue Luzerner Zeitung, portrait de Walter de Gregorio, belle carrière journalistique à la Weltwoche, puis chef des sports obliques, avant d'atteindre l'Olympe de la communication sportive en 2011 à la FIFA. Il a couvert médiatiquement son patron en véritable virtuose, nous dit le quotidien. Alors pas de doute quand même pour le journal qu'il va rebondir ailleurs et que c'était sans doute le dernier moment pour quitter la FIFA. Laurent Courte, ce long épisode, ce feuilleton, ce psychodrame, j'ai envie de dire, concernant la FIFA et en particulier son président Sepp Blatter, comment le voyez-vous? Est-ce que c'est un dégât d'image pour la Suisse? Parce qu'il y a un débat, à savoir, certains disent, ça porte préjudice à l'image de la Suisse, d'autres qui disent non, pas vraiment. Non, je ne pense pas que l'image de la FIFA est associée à la Suisse, même si son président est un compatriote. Aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail pour regarder dans quelle mesure il y a des faits pendables dans un environnement où personne n'ignore que l'argent quand même a quelque influence sur la façon dont les choses s'organisent. Maintenant, est-ce que ça a conduit à des actes répréhensibles sur le plan pénal? Chacun peut se faire son opinion. J'ai la mienne, mais je suis quand même assez respectueux du fait que quand la justice est au travail, on la laisse faire son travail. Je pense avec vous, en revanche, qu'on ne doit pas être au dernier épisode. Et on termine avec le Conseil des États qui a décidé hier de renforcer les services secrets, sujet qui divise la gauche. Oui, comme nous l'avons fait, tous les journaux parlent de ce sujet sensible. Les services secrets auront bientôt les oreilles plus affûtées et cela inquiète, même si Uli Maurer rassure, par exemple, dans 24 heures et la Tribune, que seule une dizaine de suspects seront directement surveillés. Pas question d'espionner tout le monde à la mode NSA. La socialiste Géraldine Savary constate qu'il y a au sein de son parti des élus qui craignent une dérive type NSA ou qui se souviennent encore de l'affaire
faire des fiches. Il y aura de toute manière, dit-elle, un référendum car il existe des oppositions. Et cette même socialiste sénatrice Géraldine Savary dit qu'il y a au sein du Parti socialiste des libertaires, une aile ou une tendance libertaire, et puis une aile plutôt régalienne. Dans quelle aile vous situez-vous, Laurent Courte? Écoutez, je suis membre d'un gouvernement et je suis plutôt dans l'aile de la recherche des équilibres. Ouais. Il faut pas être naïf. Il y a des outils nouveaux que certains utilisent. Il faut que ceux qui sont appelés à les surveiller puissent utiliser aussi ces outils de manière performante et que les pouvoirs publics, au sens large, puissent faire leur travail sans être systématiquement avec 2 guerres de retard. Puis en même temps, quand ces outils nouveaux sont utilisés, il faut qu'ils soient placés sous des contrôles suffisants pour qu'on évite les dérives qu'on a connues par le passé dans notre pays. Merci beaucoup Laurent Courte d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Je le rappelle, conseiller d'État neuchâtelois en charge des finances et de la santé. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée pour vous aussi. Merci.